chez Norm est enregistré devant public dans la belle grande ville de Shawinigan. À la fin du segment, il y aura un quiz. Serez-vous parmi les meilleurs? Les détails seront dans la description de l'épisode. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Bob! Oui! T'as une vie extraordinaire. Ça dépend peut-être pour qui. Moi, je trouve qu'elle était extraordinaire. T'es vraiment un passionné dans à peu près tout ce que tu fais. Ouais. Mais parle-moi de toi quand tu étais tout petit. Là. Comment tu étais quand tu étais tout petit? Ah mon Dieu, ben moi, je suis hyper actif. Je bouge beaucoup dans la vie. J'ai beaucoup d'énergie encore ce jour. Je faisais beaucoup de sport. Puis je suivais beaucoup mon père. Mon père capotait sa cuisine. C'est vraiment lui qui m'a transmis la passion. Cuisine et football américain. C'est là que tout a commencé. Le dimanche, chez nous, c'était la religion. Puis là, je parle pas d'aller à la messe. On se levait, on écoutait des émissions de cuisine. À C'était l'époque, quoi l'équipe à ton père? les Giants de New York. encore ça? C'est la mienne Ouais. aussi. Ah fait ouais. qu'on n'a pas aimé notre dernière saison. Mais bref, ceci étant dit, tu sais, les émissions de cuisine à l'époque, c'était le dimanche matin ou le samedi après-midi. Fait qu'on se faisait un menu, on se levait le dimanche, on avait toute la bouffe de près, on cuisinait jusqu'à 1h de l'après-midi, Ah ouais. puis après ça, on écoutait du football tout le reste de la journée. Mais on faisait vraiment tout chez nous. Là. Mon père cuisinait son propre pain, puis... Ah oui? Ouais, non, c'est... Puis par la suite, mes parents se sont divorcés. Mon père a ouvert un restaurant, un petit casse-croûte à Montréal. Fait que là, tu faisais plus ça les week-ends. Ben ouais, j'avais 10 ans, puis je passais mes week-ends au restaurant. Ouais. Puis tu sais, bon, c'est sûr, c'était pas moi qui étais sur la ligne en train de cuisiner la Non, mais t'es nourriture là des pour clients. éplucher des. Exactement. des Je faisais les carottes, boulettes de burger, je plaçais les bouteilles en arrière, puis de fil en aiguille, c'est vraiment de même là, que j'ai eu une aisance dans les restaurants. La première fois que tu as fait un repas, là, que tu as cuit un repas, tu avais quel âge? D'après moi, j'avais 15-16 ans. J'avais cuisiné de coupe ma première blonde, puis je me souviens même c'était quoi? C'était des fettuccini Alfredo. Oh, wow! Ouais, Est-ce ouais. qu'il était bonne? Non. C'était quoi l'erreur pour être sûr que personne ne la fasse? En fait, tu sais, quand tu lis des recettes la première fois, tu comprends pas tout le temps les techniques. Ah ouais. Hein? C'est, Juste le mot réservé, là. Au début, Ouais, t'es ben c'est ça. Puis là, tu sais, faire un roux qui est incorporé du beurre fondu avec de la farine, tu sais. Puis après, tu fais une béchamel. Ben moi, Ça a j'avais bien collé. juste mis du beurre, de la farine. OK. Ben, du pas lait. fait de roux, là. Non, puis j'avais eu des grumeaux. J'avais bien des grumeaux. Une sauce liquide avec bien des motons. OK, dedans. il y a un cas mâché. Ouais, c'était. Mais écoute, la fille en question était sympathique. Elle m'avait dit que c'était très bon. Puis elle avait quand même applaudi l'effort. Ah oui, ben, mais parce que là, tu travaillais avec ton père souvent. Mais à part la cuisine, tu avais d'autres passions? Qu'est-ce que tu... Je fais beaucoup de planches à roulettes, beaucoup OK. de skateboard dans ma jeunesse. Je fais des compétitions chez aux États-Unis. C'était vraiment là. Ça m'a mis dans le trouble souvent, mais ça m'a sorti du trouble aussi. Vous avez une cassée? Oui, j'ai arrêté, mais je me suis cassé le bras. OK. Puis c'est ça qui a mis vraiment fin. Puis là, rendu là aussi, j'avais comme 19 ans, puis j'étais rendu au point, je veux-tu devenir pro en skateboard dans la vie ou je veux-tu devenir cuisinier? Puis quand je me suis cassé le bras, la vie a répondu pour Ah, moi. c'est clair, hein? Je me suis opéré au bras, puis après, j'étais dans la cuisine, puis c'est vraiment là que ça a décollé. C'était là. quoi ta force en skate? Je faisais du street. Je faisais pas beaucoup de rampes. Ah ouais, nice. Moi, j'étais Ça, c'est j'étais drôle, les c'est tout à fait voyous dans la rue. l'inverse. Moi, j'étais le gars de Ah road, ouais, puis le ok. street, je suis incapable de faire de quoi de bon. Ah non, j'ai fait ça longtemps. Là. Jusqu'à, je dirais, mon fils, il a traîné. J'ai un fils de 14 ans qui a fait un peu de planche à roulettes puis de scooter avec. Fait que jusqu'à récemment, là, je me tenais encore dans un skatepark. Là. J'avais un skate, mais là, je pense que j'ai accroché ça pour de bon. Là. Moi, j'ai donné à mon neveu. J'ai accroché en Ah le donnant ouais? à mon neveu. J'ai dit, hey, c'est à ton tour de péter la gueule. Ouais, c'est Moi, ça. ça d'appuyer en dessous de mon ordinateur. Ouais, ben, Ah envie- ouais? Ouais, Ah c'est ouais. c'est Pas de mauvaise vraiment idée, intéressant. hein. Tu mets ça là-dessus, puis tu peux le bouger. Ben, j'ai gardé mon longboard. Tu sais. Ok. Ça, je le Ben, pousse encore. le réalisateur, à un moment donné, à Noël, j'avais acheté un longboard. Puis il est parti à un moment je ne sais pas si c'était avec le mien, avec celui que j'avais acheté ou ça, mais il s'était comme vraiment pété la clavicule carrément. Là. Puis des accidents là-dessus, tantôt on en parlait, c'est grave. C'est tout le temps des gros Ouais, puis accidents. la là, SAQ, elle couvre pas. Hein. ça couvre pas. Mais toi, t'as-tu été blessé?
Oui, en fait, un peu comme lui. La raison Tout est pour- colosse, man, quand Ah, tu tombes. ouais, Tu tombes quand pour je vrai, tombe, là, oui. ça devait Puis, déplacer c'est de ça, j'étais l'air. tombé de la rampe. Oh! J'avais à peu près 28 ans, puis j'ai resté accroché, puis je suis tombé directement. Oh. Ça hanche de 12, une rampe de 12 ouais. pieds. Puis là, tu sais, comme, t'as toujours l'idée dans ta tête, tu te dis, rembarque sur le cheval, sinon tu vas avoir peur du cheval. Je suis rembarqué sur le cheval, puis je suis rentré chez nous. C'est ça. Des fois, il faut avoir peur du cheval. Ouais, exact. Puis après ton accident, ben là, c'est là que tu t'es rattaché à la cuisine. Ouais, ben je travaillais déjà, tu sais, je travaillais dans des cuisines familiales, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, je pense qu'il est l'âge de prendre de quoi, tu sais, j'avais décroché du cégep déjà, je pense, 3 fois, j'ai allé pour le record, puis... Ben ouais, tu voulais être électricien. Ouais, je l'ai été électricien Ouais. pendant longtemps, puis non, finalement, je me suis en allé vers la cuisine, j'ai étudié à l'Institut d'hôtellerie, puis après ça, de fil en aiguille, là, plusieurs restaurants gastronomiques, puis avec des amis de longue date de skateboard qui faisaient des vidéos de skateboard, qui avaient tout l'équipement audiovisuel. Ok. C'est de même qu'un soir, on a décidé, hey, pourquoi qu'on fait pas une vidéo de cuisine à la place? Puis on a mis ça sur le net, puis comme on dit en anglais, the rest is history. Mais en 2005, Ouais, 2005. 2005, sur le net, avant que YouTube soit là, fait que... Attends une minute. 6 mois avant YouTube, notre première vidéo. Moi, j'avais un problème, parce qu'à à cette époque-là, j'avais fait un show qui s'appelait The Mac Show, pour le Macintosh. Ouais. Puis, on est obligé d'arrêter parce qu'on avait un succès. Puis, c'était cher, la bande passante. Vous autres, Ouais. aviez-vous des commanditaires ou quelque chose? Comment vous avez arrangé ça? Non, je ne sais pas exactement comment on faisait ça, parce que moi je suis l'animateur. dans OK, tout toi, ça. c'est plus ton ça ami. se faisait, Moi, je ça se faisait parlais, bien, le par reste, exemple, parce qu'on mettait ça, on avait un site de chat, puis on mettait ça là-dessus. OK. Puis c'était un organisme à but non lucratif, fait que Ah, on avait OK. comme un deal, sa bande passante. Non, ça sortait, ça passait bien. J'aurais dû C'est- connaître votre ouais. gang à cette Ouais. époque-là. Nous autres, ça coûtait comme 5$ du gig supplémentaire. Oui, Fait que si on avait un succès, on faisait faillite. ouais, c'est fou ça. C'est fou, là. Mais moi, je me souviens, tu sais, juste pour mettre en perspective, je joue qu'il y a du monde plus jeune là, dans la foule. Evelyne? Je pointe personne, mais moi, je me souviens, on était le premier show sur un téléphone cellulaire. On avait un contrat avec Ah TELUS. oui. Puis, mais les téléphones, Flip c'est encore phone. Ah des oui, flips. ça. Puis c'était les premiers, tu sais, que tu pouvais checker de la vidéo, mais c'était pixelisé, c'était pas Ah bon oui. pantoute. Et quelqu'un avait téléchargé une émission complète de Bob le Chef qui durait comme 8 minutes. Puis ça y avait coûté 73 piastres. Puis, ouais, non, c'était vraiment... C'était bien fou, tu sais, c'était complètement une autre époque. Là. Puis on parle, tu sais, il y a C'est pas- 16-17 ans, Ah, là, de ça, là, c'est fou. Ouais, Puis parce que quand le YouTube est parti, là, on s'est dit, OK, all right, il y a ça, mais on ne pouvait pas faire des longs vidéos, c'est 15 minutes, là, 10-15 Ouais. minutes, je pense. Puis ça, c'est si tu étais déjà là depuis un bout. Mais vous autres, j'ai été voir ton émission, c'était produit comme une émission de télé, là. Oui, en 2006, on faisait toutes 3 personnes. Ah ouais. Puis si je travaillais encore, c'est moi puis un couple d'amis qui, eux, sont mariés depuis 22 ans. Puis je travaille avec eux autres depuis 19 ans maintenant. Puis, ouais, on fait tout ensemble. Là. Le site web, c'est un site web indépendant. Les recettes, de la façon dont ça fonctionne habituellement, moi, je fais les recettes chez nous, j'ai pris en photo, j'ai envoyé les recettes à mon équipe. Eux autres, mon équipe de 2, hein, on est moins que Ricardo. Eux autres, ils les mettent en ligne, corrigent les fautes d'orthographe s'il y en a. Et habituellement, il y a un test de la recette aussi qui se fait. Comme ça, quand Quelqu'un ça d'autre qui monte, l'essaie, ouais, ouais. tu sais, c'est tout le temps. Quelqu'un d'autre que toi, dans le fond. qui Oui, l'essaye. exactement. Parce que moi, je peux en faire 2 fois la recette, puis même Ouais. si c'est mal écrite, c'est sûr, je vais réussir. Ouais, c'est ça. Mais la meilleure façon de faire ça, c'est ça. Tu prends ta recette, tu l'envoies à quelqu'un qui l'a jamais fait, puis lui, il a suivi. Puis là... puis aussi, tu sais, souvent... Tu sais, t'écris 4, 5, 6 recettes d'une journée parce que je fais plein d'autres affaires dans la vie. Fait que quand je me dis, OK, aujourd'hui, je fais des recettes pour le site web, tu sais, ça prend 2 jours de préparation. Je fais toute l'épicerie, je fais toute une mise en place. Puis là, jour 3, là, je cuisine tout. Mais tu sais, quand le soir, j'écris les recettes, ça se peut que dans les ingrédients, elle est là, mais elle n'est pas dans la méthode. Ouais. L'ingrédient, il ne se retrouve pas dans la méthode. Fait que là, la personne, quand il teste la recette, t'appelle, puis c'est comme, hey, je pense qu'il manque un. Qu'est-ce que je fais avec mes carottes? là? Exactement. Là. Fait que c'est tout le temps bon de faire ça de même. Ben, c'est pas évident, tu sais, quand tu lis une recette, c'est comme si quelqu'un t'énumérait les pièces d'un moteur. Oui. Ben, Tu sais, même s'il dit où le mettre, comment je C'est fais? quelque chose d'écrire des recettes parce que moi, j'ai toujours été un cuisinier de feeling puis je travaillais dans les pommes.
Puis c'était facile, tu sais. Moi, je le faisais, je goûtais, je trouvais ça bon. Yes, sir, on canne ça, puis c'est ça qu'on vend. Quand tu es rendu avec une équipe, puis c'est toi qui gères l'équipe. Faut que tu standardises. C'est ça. Faut que tu standardises tous tes plats pour que ça goûte tout le temps pareil. Fait que là, tu commences à écrire des recettes. Tu écris les ingrédients. Tu penses pas à la méthode. Après ça, ils viennent toujours te gosser. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? OK. Mais ça a été un apprentissage parce que moi, au début, je n'avais jamais fait ça. Puis quand je suis devenu chef au pub, puis là, j'ai toute une équipe qui me suit en arrière. C'est vraiment quelque chose, écrire des recettes, puis t'assurer que tu arrives au même résultat que si c'est moi qui le fais. Puis en plus, tu t'es écrit pour des grosses quantités. C'est ça, exact. Moi, j'ai fait pour 4 à 6 personnes. Ouais, c'est ça. Moi, c'est. Faut que tu multiplies. C'est à 50 personnes. Ouais, c'est ça. Là. Non, c'est quelque chose, toute une épreuve. T'aimes-tu mieux cuisiner pour des petites quantités de personnes ou pour des parce que tu travailles aussi beaucoup dans des restaurants? Là? J'aime cuisiner en général. Je m'ennuie, tu sais, j'écoute Olivier parler, je m'ennuie de travailler dans des restaurants, puis le feeling du rush, puis la camaraderie. Ouais. C'est quelque chose qui tu me racontais des beaucoup. fois, tu vas donner un coup de main. Des fois, ouais, j'ai des amis qui sont chefs. Des fois, ça m'arrive, là, tu sais, si vraiment j'ai rien à faire, puis le vendredi soir, il manque quelqu'un. Genre, j'aime encore ça. Il y a quelque chose. La bière, elle goûte meilleure après un shift en cuisine. Puis, oui, c'est sûr. Puis c'est fou parce que, tu sais, j'ai travaillé 24 ans dans les cuisines, fait que ça veut dire que j'ai bu beaucoup de bière dans ma vie. Et quand j'ai arrêté les cuisiniers, je me souviens, peut-être pas la première semaine, là, mais après un petit bout, j'avouais quand à cette heure ma bière. Tu sais, comme avant, c'était comme une récompense. C'était ma fin de journée, tu sais, j'avais hâte à ça. Puis là j'étais comme, je fais quoi? Tu sais, j'ai pas le goût d'ouvrir une bière parce qu'il est 4 heures l'après-midi. Sinon, rendu à 8 heures en plus, j'aurais bu un six-pack. C'est pas une bonne façon de vivre sa vie. Mais des bons moments, par exemple, parce que vous autres, en cuisine, vous développez parce que vous êtes tellement proches que vous n'avez pas le choix d'avoir des moments importants. Parce qu'il y a tellement d'intensité aussi. Tu sais, quand tu vis des moments intenses, tu te rapproches vraiment plus du monde. Puis dans ces moments-là, tu sais, quand on fait 500 clients là, dans un été, puis on est dans une cuisine qui est un 3,5, je vous parle de notre réalité au pub, là. Oui, c'est tout petit. Là. On est proche après. Puis en plus, vous avez toutes les marches tout le temps à descendre à chaque fois. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, le niveau de caractère, il monte. Ça se fout des fois après. Après ça, on pleure, on jase. Puis, on boit une bière. C'est ça, on boit une bière. Mais vous n'avez pas... C'est quoi ton âge? J'ai 42 ans. Ah, OK. Mais tu parlais de comment c'était plus avant, tu sais, que beaucoup de criage, comment c'était dans l'ambiance, parce que c'était ce qu'on voit à la télévision avec Ramsay, il paraît que c'est même pas... C'est pire que ça, là? Ben moi, j'ai un de mes premiers chefs. Quand j'ai sorti de l'école de cuisine, je travaillais dans un restaurant gastronomique à Montréal. Et mon premier chef, c'était l'ancien second de Gordon Ramsay. Ah, non. Parce que, tu sais, Gordon Ramsay, avant d'être à la TV, il était chef d'un des meilleurs restaurants au monde, à Londres. Puis, moi, je l'ai tout le temps dit, c'était pire en cuisine. Parce qu'il n'y avait pas de caméra. Ah, c'est ça. J'ai vu des poêlons envoler des affaires qui ne se diraient plus en 2024. Ah oui, c'est ça. Je l'ai vécu. J'ai même vu des couteaux voler. Ah oui. Mais tu sais, je vous avoue, là, dans les 15 dernières années, ça a énormément changé. Ah oui. C'est plus l'armée. Je pense. Oui, c'est plus l'armée. Quand je suis rentré là, moi, c'était l'armée. Là. Ah oui. C'était carrément comme ça. Il fallait que ça regrette. Là, à cette heure, le monde sont pas mal plus créatifs, puis un peu plus bubbly. Puis... Mais la main-d'œuvre est plus rare aussi, ça aide oui à et non. Ça a tout été compliqué de la main-d'œuvre. Okay. Moi, j'ai toujours été capable d'avoir une bonne rétention d'employés. Ah, ben. Mais je leur ai toujours donné ce qu'ils demandaient. Peut-être pas nécessairement au côté du salaire, mais j'essayais toujours, comme souvent, c'est les congés. Fait que j'essaie de pallier beaucoup avec ça. C'est ça qui n'est pas évident aussi en cuisine. En plus du salaire, les longues heures, c'est souvent le week-end. Si t'es quelqu'un qui aime les fêtes familiales, puis tu veux aller à tous les baptêmes, toutes les fêtes, ça arrive. Choisis-en 3 dans l'année, puis c'est ça. Mais en même temps, vous n'avez pas le choix. Là. C'est ouvert, il faut servir le monde. Tu n'as pas le choix. Exact. Est-ce que dans ton aventure, on va revenir un peu dans le skateboard. Je trouve ça intéressant. Parce que tu voulais devenir un pro skater. Là. Ouais. Mais t'en as, parce que tantôt, on en parlait un petit peu, mais il y a comme
une camaraderie. Il y a quelque chose qui se passe aussi avec les skateboards qui ressemble peut-être un peu à. Ben, moi, je vois un à parallèle direct. Ah là. oui, hein? C'est très. Tu sais, à l'époque, le skateboard, là, c'était un peu plus populaire et accessible. À l'époque, on parle de fin des années 80, début 90, c'était très marginal. La cuisine aussi, tu sais, c'est un travail assez. Tu sais, il n'y a personne qui rêve que son. Ben, peut-être plus à cette heure, parce que, encore une fois, c'est plus accepté. C'est devenu un petit peu plus glamour. Tu sais. Ouais, Il y a eu oui, un avec trend la aussi, télévision et tout, mais tu sais, je veux dire, il y a 20 ans, personne ne voulait que son Non, enfant non. devienne cuisinier dans la vie. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans. C'est autant qu'il y a une camaraderie, tu fais du skateboard avec une gang, tu fais de la cuisine avec une gang, c'est une carrière que c'est toi qui décides jusqu'où tu veux l'amener. Tu sais, c'est toi qui va vraiment... C'est toi qui es maître de ton destin dans tout ça. Tu veux juste faire du skateboard en avant de chez vous ou tu vas aller faire des compétitions à Los Angeles. Ça dépend de toi. C'est toi qui vas décider si tu pratiques. Puis c'est la même chose avec la cuisine. Puis moi, je dis souvent, je donne des conférences dans des écoles secondaires. Puis je dis aux jeunes, la cuisine, c'est un métier formidable. Puis tu n'as pas besoin d'aspirer d'aller à la TV ou de travailler dans le plus grand restaurant. Je veux dire, tu peux voyager avec la cuisine. Tu peux travailler dans des cafétérias de grosses corporations, ou d'universités ou de cégep, être très, très bien payé, avoir un plan dentaire et d'assurance que tu n'auras jamais au bistrot du coin de la rue. Mais tu sais, moi, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais le côté plus créatif. Fait que je suis allé justement dans les plus petits bistrots, travailler dans les restaurants français, des places comme ça. Surtout les bistrots, tu sais, ça nous laisse tellement de créativité. Ben, c'est parce que c'est extraordinaire. tu travailles le produit de A à Z. Ouais. Tu sais, tu fais la mise en place qui est, mettons, de midi à 5, puis après de 5 à 11 ou à minuit, mais tu fais le service. Mais tu sais, le produit qui se retrouve dans l'assiette, c'est toi qui l'as travaillé. Des fois, moi, je travaillais dans des grands hôtels au début de ma carrière, puis je trouvais ça très impersonnel. Tu sais, parce que tu slices du prosciutto pendant une journée de temps, puis vraiment, là, à t'en faire une tendinite, là, tu sais, tu fais 2500 tranches. Ça te remonte dans le cou après. Mais tu sais pas à quoi il va servir, ce prosciutto-là. Fait que, tu sais, t'es plus un transformateur de bouffe, mais en même temps, pour certains gens, c'est ça peut-être qu'ils veulent faire. Puis moi, j'applaudis ça, pour vrai. Là. C'est un métier tout aussi intéressant et tout aussi le fun. Là. Ah, nice. Mais parce que tu as commencé, tu étais plongeur. Ouais. Et puis, il y a une histoire qui est intéressante avec ça, parce que le film, Le Plongeur, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Mais c'est quelqu'un que tu connais? C'est le plongeur du Misto où j'ai été chef pendant 12 ans. Puis c'est vraiment drôle parce que ça a commencé, c'est un roman, Le Plongeur. Un excellent roman, là, pour vrai, là, je le conseille à tout le monde. Puis quand vous arrivez vers le milieu du livre, il y a un personnage qui s'appelle Bob dans le roman. C'est vraiment moi. C'est bon. Puis, c'est très drôle parce qu'à l'époque, mon plongeur, il étudiait Stéphane Larue, qui a écrit le livre, il étudiait en littérature. Puis, tu sais, des samedis soirs, tu sais, justement, quand ça crie, puis on fait le party, où tout le monde est le lendemain de veille, puis on travaille. En train d'écrire. Ah ouais, puis il nous disait ça, il disait un jour, je vais écrire un livre avec tout ce qui se passe. Toutes vos histoires. Puis je me souviens, je suis comme, hey, femme, lave les chaudrons, man, tu sais, quand même. Ça arrivera pas, tu sais. Puis, un moment donné, il m'a vu. Tu sais, moi, je suis un des personnages, puis il utilise mon vrai nom dans le livre. J'ai eu la chance de lire le livre avant sa sortie. Puis il m'a demandé si c'était correct, tu sais, d'utiliser mon nom. Puis certaines anecdotes qui sont vraiment vraies, dont un party légendaire qui s'est passé chez nous à l'époque. Pas aussi légendaire que les tiens, Norm, parce que j'entends, mais c'était quand même quelque chose. Et écoute, j'étais tellement touché que quelqu'un... Tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir une partie de sa vie documentée, puis pas vue par tous. C'est un peu immortel. Hein, ouais, mais tu sais, quand toi, tu te rappelles des souvenirs, tu te rappelles d'une certaine façon, mais quand quelqu'un d'autre... Tout le monde se rappelle de tout d'une façon différente. Puis c'était vraiment... La perception. C'était spécial de lire ça, vraiment. Là, je l'ai lu 2 fois, le livre. J'ai vu le film aussi, qui est absolument extraordinaire. Pour vrai, c'est... Ce qui se passe dans le film, c'est vraiment... Ça se passe de même entre, mettons, 1999 et 2010 dans la cuisine. C'est vraiment une bonne... Moi, je trouve que c'est une bonne... Belle façon de voir comment ça se passe. Quand j'ai entendu dire que tu étais un amateur de lutte... de lutte amateur. Ouais, j'étais un gros fan de lutte. C'est vrai qu'ici à Shawinigan, il y a quelque chose. Là. Je suis venu... je suis venu dans un sol de salle communautaire. Pas à l'église, dans une vieille école. Ouais, puis c'était comme 4 piastres en plus, aller voir la lutte. Puis j'ai une histoire drôle avec ça parce que j'écoutais beaucoup la lutte
dans ma jeunesse. Puis là, j'ai un fils, puis j'ai comme renoué avec ça. Puis je me suis dit, ça va être une cool activité de faire les week-ends, tu sais, amener le kid à la lutte. Puis la première fois que je l'ai amené à la lutte, c'était vraiment spécial parce que mon gars, il avait comme 12 ans. Puis je pense que c'est la première fois de sa vie que mon fils, il était comme, ah ouais, les adultes aussi, c'est cave des fois. Il nous entendait crier des affaires au lutteur. Puis mon fils, comme, aïe, pas comme gère toi, tu sais, ça se dit pas, qu'est-ce que tu fais là? Puis on est venu justement ici à Shawinigan, dans le sol, voir de la lutte. Puis à un moment donné, moi, j'aime ça, moi, j'embarque. Là. Puis là, je criais au lutteur. Puis je pense que c'était Marco Estrada, qui est un lutteur quand même assez connu, là, c'est la scène québécoise qui luttait. Puis j'ai crié des insultes, puis à un moment donné, il a crié dans le ring pendant le combat, il dit « Ferme ta gueule, le chef! » Là, mon fils, il comme là, arrête. Puis quand le combat a fini, il est descendu du ring, puis il s'est envenu vers nous autres. Puis là, à un moment donné, dans ma tête, j'étais comme « Hey, tu sais, c'est supposé être comme une pièce de théâtre, toute cette affaire-là, comme je vais-tu vraiment me faire casser la gueule pour vrai, tu sais? » Puis finalement, il était fan. Il était vraiment fan de moi, puis c'est le gars le plus sympathique. Il a amené mon kid en arrière, rencontrer tous les lutteurs, prendre des photos. Nice. Il nous a monté dans le ring après, ce qui était puis c'est tout. Ils sont-tu bons? Moi, je n'ai pas été voir. Ils sont excellents. La NSPW, là, qui est la Ligue de lutte québécoise là, en ce moment, qui se promène un peu partout. C'est un Moses de bon show abordable, pour vrai. Là. C'est bien fun. Moi, je trippais beaucoup sur la lutte quand j'étais jeune. Puis quand j'étais petit, mon père avait à TUC. Ouais. Parce qu'on pourrait parler de la TUC un peu. Mais mon père avait organisé un match de lutte. Puis il y avait C'est qui n'a pas écouté mes... C'est moi. Mais il avait organisé un match de lutte pour un organisme ou quelque chose. Puis il y avait Édouard Carpentier qui était là, puis Géant Ferré. Ouais, ça, puis mon père avait pris une photo avec moi assis dans la main de Géant Ferré, puis je ne dépassais pas là. Puis lui, il avait comme une coccinelle, pas de banc. Il s'assoyait directement à terre parce qu'il n'était pas capable de rentrer dedans. Il était comme ça. Et ça m'avait... tu sais, je m'en souviens encore aujourd'hui. Moi, je vis ça avec Hugo Girard un peu. On a fait un show de barbecue. Oui. Puis Hugo va rire que je compte. Il va me détester de compter cette histoire-là. Mais Hugo, c'est un fan de chars. Il aime beaucoup les chars. Puis il s'est acheté un char sport un moment donné. Puis il a été obligé de le vendre parce qu'il était pas capable de sortir. Il était pas capable de rentrer. Il était capable de rentrer, c'était de sortir qu'il était compliqué. Il était pogné dans le char tout le temps. On riait de lui, man. Il a le dos large, Hugo, dans tous les sens du terme. Fait que, mais quand il arrivait le matin avec son char sport, là, on s'approchait tout le temps juste pour essayer de le voir essayer de sortir. Bon, juste qu'on riait. C'était un bon spectacle. Quand tu as fait le saut entre... parce que là, tu faisais beaucoup de vidéos, tu en as fait énormément des vidéos, mais quand tu es arrivé à la télévision, le choc, y a-tu été gros? C'est complètement différent. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé. Tu sais, comme tout s'apprend dans la vie. Puis comment je pourrais dire? Je veux sonner humble en disant ça, mais devenir une vedette, entre guillemets, ça s'apprend aussi. Puis t'es chez vous, puis tu fais du web, puis là, tes chums aiment ça, puis tu vas dans les bars, des inconnus t'en parlent, puis tout. Ça peut facilement te monter à la tête. Puis là, tu te penses bon, puis tu te trouves bon. Puis après, tu arrives d'une vraie équipe professionnelle de TV, que c'est tous des professionnels qui ont étudié là-dedans. Puis tu te rends compte que tu n'es pas bon pantoute, puis ça te ramène les pieds sur terre assez vite. Puis ça a été une bonne leçon d'apprentissage pour moi. Puis aussi, ça m'a ramené une humilité, puis surtout d'apprécier ce que je fais. Parce qu'à un moment donné, je faisais comme un peu de télé, puis un peu de restaurant. Puis je me souviens de marcher un lendemain de veille à job qui était pénible, puis me dire... Hey, que j'aimerais ça, que ça marche. Tu sais, je peux juste vivre de faire de la TV. Je l'apprécierais tellement. Puis à cette heure, il n'y a pas un matin que je me lève que je ne suis pas heureux. Je l'apprécie C'est vraiment tellement. un métier que t'aimes, ça paraît quand non. Puis tu sais, je dis tout le temps en entrevue, puis c'est important. Moi, quand le monde m'arrête sa rue, je prends tout le temps de minutes pour leur parler dans n'importe quelle situation. Ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est important de ne pas oublier tes fans parce que c'est eux autres qui font que tu vis de ça. Puis non, c'est touchant aussi. Tu sais, quand quelqu'un dit vraiment... Tu sais, même quand j'ai commencé à cuisiner, là, je fais une histoire longue, là, je parle beaucoup. C'est correct. Ma blonde, elle me donnerait un coup de coude rendu à ce moment ici de la conversation. Mais quand j'ai commencé à cuisiner... quelque chose qui m'a vraiment poussé là-dedans, c'était pas l'argent, puis c'était pas les conditions de travail. J'espère que c'était pas l'argent au début. Mais j'avais 15 ans, puis je travaillais, il y a des serveurs de 35-40 ans, puis ils te traitaient comme un égal. T'étais égal à eux dans l'espèce de hiérarchie. Puis je me souviens de me faire dire « Hey, ça, c'est une super belle salade César. Hey, good job, le jeune. Puis c'était tellement valorisant.
Puis je vis vraiment ça quand un fan m'arrête sur la rue. Quand quelqu'un m'arrête et il dit hey, « moi, je veux prendre un selfie avec toi », même si ça m'est arrivé souvent de prendre des selfies avec des fans, ça me fait encore un pincement. Je suis comme, j'en reviens pas que quelqu'un veut vraiment prendre une photo. Tu sais, ça me touche vraiment. Là. Mais, puis c'est un avis que j'ai, mais je pense que le secret vraiment de ton succès, c'est vraiment pour ça. C'est parce que, on le sent que tu aimes ça, puis aussi, on sent que l'humilité que tu as avec les gens, puis tout ça, tu es quand même proche. C'est pas comme si, tu sais, aux États-Unis, puis tout ça, c'est complètement différent. Là. Mais ici, au Québec, les gens sont plus respectueux, premièrement, mais ils vont plus aller te voir pour te faire connaître qui t'apprécient que de crier. Puis de... Non, c'est cool. À Montréal, c'est drôle parce qu'à Montréal, tu sais, je me promène tout le temps. Là, j'habite plus Montréal, mais quand j'habitais là, je me promène tout le temps en métro. Puis le monde, il m'a demandé tout le temps « Qu'est-ce que tu fais en métro? » Je suis comme « Man, je m'en vais travailler, je m'en vais à un tournage. » Puis comme toi, c'est chiant le stationnement à Montréal. Tu sais, je prends le métro et l'autobus comme tout le monde. Là, Puis toi, tu as habité une ville alpine qui s'appelle Latuc. Ouais. On dit ça parce qu'il y a un centre de ski en plein milieu du centre-ville. Moi, je suis né à Latuc. Ouais. C'est vraiment un coin perdu. Tu sais, t'es loin. En fait, moi, si tu pars de Latuc à pied, il n'y a pas grand chance que tu t'en sortes vivant. Il n'y a même pas grand chance que tu sortes de Latuc, parce que Latuc, c'est grand. Non, mais la place la plus proche de Latuc, c'est ici, pas mal. C'est ça, il y a Mekinac. Tu vas peut-être cogner à une porte, quelqu'un va te donner une soupe ou quelque chose. Mais non, bonne chance. Là, je veux dire, entre Latuc et Shawinigan, il y a plus d'ours que d'humains, ça, c'est sûr. Puis un gars comme toi qui trippe sur la ville, parce que tu es un gars urbain pas mal, quand tu étais à Latuc, qui est une l'antithèse complètement de la grande ville. Comment tu te sentais? Comment tu trouvais ça? Tu réussissais-tu quand même à trouver quelque chose de bien? C'est là que j'ai pogné la piqûre de sortir. C'est là que je me suis dit, un jour, je ne vivrai pas en ville pantoute. Tu sais, moi, j'adore la ville, ça va vite. Je veux dire, j'adore aller manger au restaurant, ça fait partie de ma job. J'écris des articles sur mon site web de plein de places que j'essaye et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que Montréal, c'est un épicentre pour tout ça, je veux dire. Il y en a des tonnes. Mais en même temps, il y a plein de belles affaires en région aussi à découvrir. J'habite à 25 minutes de Trois-Rivières. Il y a plein de bons restaurants. Il y a plein de festivals. Puis t'es à 40 minutes de Québec. Puis Québec, ça commence à vraiment être... Exactement. Non, puis je m'étais juré que j'étais pour quitter un moment donné la ville. Puis c'est drôle parce que la seule vraie chose que je me suis dit, ça, il n'y en a pas nulle part à part de Montréal, c'est des bagels. Des bons bagels de chez Bagel Saint-Viateur. C'est pas comme des bagels d'épicerie. C'est complètement différent. Fait que la veille que je déménage, j'ai acheté 6 douzaines de bagels. Puis, il m'en reste moins. Il faut que j'aille à Montréal bientôt. Mais il me reste peut-être, je sais pas moi, 24 bagels dans mon tombeau chez nous. J'en sors, mettons, 4 la shot. Là, puis, un petit bagel avec du fromage à la crème. C'est vraiment bon. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de ceux qui ne mangent pas de viande, ceux qui ne mangent aucun produit animal. Les régimes alimentaires. Et dans les recettes, puis tout ça, parce que tu sais, on voyait les imitations de viande. Moi, ça me dépasse un peu. Là, tu sais, je veux dire, si tu n'aimes pas la viande, tu ne veux pas manger quelque chose qui... Mais dans vos façons de faire la nourriture, quand vous faites quelque chose pour les gens comme ça, qui aiment ça. On peut les appeler les végétariens. Les végétariens. Ouais, c'est pas... avec le monde woke aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on peut dire. C'est encore des végétariens. C'est un végétarien, mais comment le mot en V. Attends, disons ça. Le mot en V. Mais y a-tu... Oui, je suis allé là. Ouais, t'as des vegans aussi, tu sais. Mais moi, personnellement, je suis un pro fervent de viande. Je l'ai toujours été. J'oriente mon restaurant vers là. Mais je sais qu'il y a une clientèle de ça. Puis ma sous-chef, elle s'en occupe. OK. Parce que moi, personnellement, j'ai ça faire ça. OK. Vous, t'aurais pas le... Toi, t'en as fait... J'adore travailler les protéines. OK. Puis c'est ça qui me fait triper. Fait qu'aller faire quelque chose que je ne mettrai pas de cœur puis je ne mettrai pas de passion, j'aime mieux le déléguer à quelqu'un d'autre que cette personne-là, elle va faire vibrer l'autre personne qui va le manger. Mais j'ai vraiment... en fait, j'ai fait végé pour un mois pendant 5 ans de temps pour mon site web. C'était un défi que je m'étais donné entre mes excès du temps des fêtes et mon légendaire party du Super Bowl. Je passais le mois de janvier végétarien, puis je mangeais 28 plats végétariens. Au départ, je vais t'admettre,
et que je trouvais ça tough. Puis j'essayais beaucoup justement d'y aller dans l'imitation. OK, m'a faire un spaghetti bolognaise, pas de viande. Ou des hot dogs. Puis là, je suis désolé, je sais qu'il y a des compagnies de saucisses québécoises qui font des saucisses hot dogs. C'est pas bon. Okay? Moi, j'aime pas le hot dog végétarien. J'ai été déçu par ça. Fait que pendant ce mois-là, j'ai arrêté d'en manger des hot dogs, c'est tout. Ceci étant dit, par contre, c'est quelque chose que j'ai appris sur le temps. Moi, j'ai été beaucoup entre-métiers dans des restaurants plus haut de gamme à Montréal. Puis l'entre-métier, c'est celui qui fait tous les légumes pour tous les plats principaux. Fait que j'avais une bonne base de travailler des légumes et des féculents. Fait que déjà là, ça partait bien. Un peu comme toi, par exemple. Tu sais, je vais cuisiner le tofu parce que le tofu s'apprête à pas mal toutes les sauces, mais tu sais, le tempeh puis tout ça, je touche pas même à ça. Tu sais, je suis plus un gars, si je mange, puis même quand je mange un plat qui est végétarien, je dis jamais au monde que c'est un plat végé. C'est un plat que j'ai cuisiné. Il est peut-être à base de pois chiches. Puis ça, c'est quelque chose... Moi quand j'allais au secondaire, c'était tous des clics. Il y avait les skaters, il y avait les fresh, il y avait les alternatifs, il y avait les punks, il y avait les rockers. Puis, on est en train de faire la même chose avec la bouffe. Ben oui, puis je trouvais ça tellement lourd au secondaire. Puis je me disais, là, quand j'avais 14-15 ans, parce que moi j'étais skater à l'époque, que c'était pas populaire. Puis je disais, j'ai tellement hâte d'être adulte, puis que je suis juste un adulte. Puis qu'on s'accepte tout en tant qu'adulte. Puis j'arrive adulte, puis c'est donc bien rendu compliqué. C'est pire. Que c'est plus compliqué. Ouais, c'est pire. C'est ça. Moi, ça m'arrive de cuisiner des plats qui n'ont aucune viande ou aucun poisson dedans, mais tu sais, je dis pas... puis même, je le mets sur mes réseaux sociaux, je partage à peu près tout ce que je fais, mais je dis pas que c'est un plat végétarien, c'est juste un plat. C'est un plat de pois chiches. C'est ça. C'est exactement ça. Là, c'est une salade de betterave, puis c'est ça. Puis, une autre affaire que tu as faite qui est vraiment cool, c'est ton émission avec les non-voyants. Ah, merci. C'est quoi? Pas de panique en cuisine. C'est pas de panique en cuisine. Ça joue sur Ami Télé, qui est un poste pour les non-voyants, finalement. Oui. Ouais. Puis, bravo au câbleau distributeur de mettre ce poste-là vraiment à part de tous les autres postes pour rendre ça presque impossible pour les non-voyants à le trouver. Non, mais il est tout le temps comme... tous les postes sont entre, mettons, 600 puis 690, puis celui-là, il est genre 822. Ben, bref, ça, c'est de même, ça marche. Mais non, ça, c'est vraiment un super beau projet. Des fois, c'est spécial. Je me suis dit, je suis en train de magasiner des articles scolaires pour mon fils, puis une productrice que je connais m'appelle, puis elle dit « Hey, j'ai un projet pour toi, tu vas être parfait, le show, il est déjà vendu, tu sais, dis oui, puis tu le fais. » Fait que je dis « OK, c'est quoi? C'est un show de cuisine pour non-voyants. » Puis je suis comme, je peux te rappeler dans 1 heure, tu sais, comme... je vais y penser. Laisse-moi penser à ça. Puis finalement, quand on s'est assis dans le bureau, puis ils m'ont pitché le show comme il faut, c'est complètement débile parce que... débile dans le bon sens. Ma co-animatrice, Véronique Vézina, c'est une cuisinière qui a perdu la vue suite à une maladie quand elle avait 28 ans. Puis elle s'est donnée comme mission d'apprendre aux non-voyants à cuisiner. À peu près 70% des non-voyants au Québec vivent sous le seuil de la pauvreté. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu vis sous le seuil de la pauvreté? Bien, ça t'amène plein de problèmes, soit à te loger. Puis après que tu as de la misère à te loger, souvent, c'est de bien t'alimenter. Fait que nous autres, on s'est donné comme mission de montrer aux non-voyants des techniques. Puis il faut dire aussi, je suis pas en train de dire que les aveugles, ils trichent ou ils l'ont facile, mais la part, juste pour enlever... c'est pas vraiment un tabou, mais la part des non-voyants voient un petit peu. Ils ont un pourcentage de vision. Comme Véronique, la co-animatrice, je pense qu'elle voit de comme 8 d'un œil. Mais je veux dire, 8 tu sais, pour lire le Nomade TV qui est sur la tasse, il faut vraiment qu'elle se le colle dans l'œil, tu sais. C'est 20 sur 100, je pense. Ouais. C'est la vision là, pour que tu sois considéré un non-voyant. C'est 20 sur 100. En fait, je pense qu'il y a juste comme 4 des non-voyants qui voient absolument rien. Okay. Puis, mais ça m'a appris moi, beaucoup de techniques. Fait que ce qu'on fait, nous autres, on brainstorm, on trouve des recettes ultra économiques. Santé le plus possible, mais en même temps, on aime ça, tu sais, les non-voyants, c'est comme tout le monde, là, ils aiment ça manger des sucreries, ils aiment ça manger une croustade aux pommes de temps en
temps en temps, une tarte, quelque chose de même. Fait qu'on met un peu de tout ça là-dedans. On essaie de garder ça léger aussi, parce que ça pourrait facilement devenir une émission qui pourrait être très, très lourde. Ben oui, ben oui. Puis, écoute, on a du gros fun. Puis, on a fait 6 saisons. Puis on a vraiment créé une chimie, Véronique puis moi. On se taquine pendant l'émission. Il y a tout un segment aussi, le défi à l'aveugle. Fait que j'ai un loup. Je suis obligé de faire... puis ça a amené vraiment des faits cocasses. Tu sais, faire des crêpes, c'est facile. Faire des crêpes quand tu vois rien, c'est arrivé. Il y en avait beaucoup, ces ronds de poils. Oui, j'étais content que c'était pas moi qui faisais le ménage du studio ce journée-là. Parce que... C'est vraiment hot. merci. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, en plus. Puis là, tu fais aussi découvrir les producteurs des régions en faisant vivre des fins de semaine à du monde de la ville. Oui, bien, je reviens encore. Écoute, je touche du bois. Je vais le faire pour vrai, parce que je suis chanceux. Je reviens pour ma 5e saison, puis c'est la 10e saison de l'émission Arrive en campagne. Nice. Qui commence... Ça va remplacer Stéphano. Stéphano. Oui. Puis, écoute, c'est fou, parce que ce show-là, quand il est sorti... disons que j'étais plus connu sur le web qu'à la télévision, puis je me disais, ça, c'est une émission que j'aimerais vraiment... Ça, j'aurais aimé ça, animer ça. Puis ils m'ont appelé pendant la pandémie, puis ils ont dit, Stéphano, il veut plus faire le show. Puis on a pensé à tout pour le faire, puis je suis comme, vous me niaisez, c'est comme le show de mes rêves. Fait que, je pars le week-end avec mon gros Winnebago, puis c'est vraiment moi qui le conduis pour ceux qui se posent la question. Puis je ramasse des gens, soit à Victoriaville, Montréal, Québec, Trois-Rivières, puis je les amène passer un week-end sur une ferme quelconque. Ça peut être une ferme laitière, une ferme porcine. On fait beaucoup de fermes maraîchers aussi. Puis on fait vraiment tout. Puis tu sais, pas juste traire les vaches. On nettoie l'équipement, on prend les commandes, on livre le lait. Puis moi-même, qui est un petit gars de ville, j'ai appris tellement d'affaires. Puis surtout le respect du produit. Parce que, tu sais, on travaille... Ça, j'allais dire, t'apprends à encore plus respecter le produit quand tu travailles de A à Z. Et là, tu vois d'où il vient. Tu vois le travail qui a été mis pour faire pousser les tomates, les betteraves, les poules, tout ça. Puis tu sais... Souvent, on va parler de l'agriculture en mal, mais l'agriculture au Québec, c'est tous les agriculteurs que j'ai rencontrés, c'est des passionnés. Puis pas juste ceux que j'ai rencontrés à l'émission. Là, j'ai eu la chance de travailler avec l'UPA, puis d'aller vraiment là, rencontrer plein d'agriculteurs. Puis je veux dire, le bien-être animal, le bien-être des terres, le bien-être de l'écosystème, c'est tout tellement important pour ces agriculteurs-là. Puis je trouve ça important qu'il y ait une émission comme ça à la TV là, pour les mettre en valeur. Puis en plus, c'est difficile pour les agriculteurs, surtout de fruits et légumes, au Québec, parce qu'ils ont 3 mois pour faire de quoi. Fait que c'est de la passion, puis ils s'assurent tout le temps qu'il y ait des rotations pour que leur terre soit toujours fertile, etc. Oui, ils mettent des terres en dormance. Moi, depuis que je suis dans ce coin-ci, puis je vais toutes les visiter, puis ça, je trouve ça extraordinaire, un peu d'être avec eux autres, de jaser avec eux autres. Mais ça doit être la fun pour toi. En ville, tu n'as pas cette proximité-là avec l'agriculteur. Exact. Comme de t'en venir ici, là, en Mauricie. Bien souvent, moi, je pars de chez nous, puis en m'en allant au pub, j'arrête, puis je vais chercher mes produits, j'arrête à une autre place, puis après ça, là, j'arrive au pub avec mes caisses de Rieur Sanglier, qui est juste à côté de chez nous. C'est devenu un ami, là, tellement que je vais souvent. Rieur Sanglier, on a fait une émission chez eux. C'est vraiment cool. C'est le meilleur boudin au monde que j'ai jamais mangé, je trouve. Vous avez la chance d'essayer ça. Il y a du cerf aussi. Il est super beau. Non, mais c'est vrai. Aussi, t'es en train de faire un élevage de bisons. Depuis que j'étais Vatican, j'ai pas acheté un œuf à l'épicerie. C'est clair. Là, je les achète directement du producteur. C'est-tu un peu ça qui t'a amené à déménager à Vatican? Parce que là, tu pars vraiment de la ville puis tu t'en viens dans un coin qui est... Vraiment, c'est le coût de l'immobilier. Je veux dire, à Montréal, c'est pas abordable. Puis c'est pas abordable pour ce que tu as, en fait. Puis aussi, il y a une qualité de vie qu'on retrouve, là, la Mauricie. Là, je veux dire, il y a tellement de rivières, il y a tellement de forêts. En fait, la Mauricie, moi, je trouve que c'est une des plus belles places au Québec parce que tu as tout. T'es en plein milieu, t'es comme dans l'espèce de triangle. T'es aussi loin de Montréal que de Québec, mais t'as tout. T'as le plein air, t'as l'agriculture, t'as la pêche, la chasse. Moi, je suis un grand amateur de raquettes. Fait que j'ai déjà hâte à l'hiver prochain. Exactement. Juste avec le parc Saint-Mathieu. Non, c'est... à Batiscan aussi, il y a pas mal de places aussi. Non, c'est vraiment... je suis vraiment bien ici, là.
Ben heureux d'entendre ça. Hey, merci pour cette conversation-là. On va continuer après. Ouais. Après, on va parler de notre commanditaire. Là, on s'en qu'on va-tu à la présenter. pause? On s'en va à la pause. Ben là, on n'a pas parlé, mais ça vous tente-tu de boire du vin? Ouais! Jamais du On vin! va en parler. On va la faire goûter à ça. Fait qu'on est chez Norm.